Je suis Caroline Cazot, je suis avocat associée au sein du cabinet Bignon-Lebray, qui est un cabinet d'avocats d'affaires indépendant français avec 15 pôles d'expertise. Au sein du cabinet, j'ai la chance de diriger le département concurrence, distribution, consommation. On accompagne des fournisseurs, des industriels dans la mise en place de leur organisation contractuelle, mais également dans la publicité relative à leurs produits et l'adaptation de leurs contrats au corpus juridique dans lequel ils s'insèrent. On les accompagne également de manière générale en conseil et en contentieux. On a la chance d'avoir une palette de clients dont les activités sont très variées. Depuis 20 ans, il s'est considérablement élargi grâce aussi, et je remercie le législateur, au fait que Egalim s'est diffusé dans un certain nombre de secteurs, donc ils ont un vrai besoin d'accompagnement. Et on va aussi bien accompagner des fournisseurs, des fabricants de l'agroalimentaire, produits conventionnels et biologiques dans leur relation avec la distribution alimentaire générale que des fabricants de produits de santé, des fabricants de produits de luxe et des fabricants ou des fournisseurs de produits cosmétiques, donc dans des réseaux de distribution sélective, des réseaux de distribution exclusive. Alors, la question initiale que vous m'avez posée, qui était relative aux effets de bord des lois Egalim, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le texte parce que si on prend un peu de recul sur l'évolution du dispositif, et notamment si on retourne en 2005, la loi en faveur des PME qui prévoyait uniquement une contractualisation de la coopération commerciale, on était déjà en train de dire toute relation entre un fournisseur et un distributeur qui contient un accord de coopération commerciale devra faire l'objet d'une contractualisation avant le 15 février. Ça, c'était la première étape. La loi LME qui est venue parachever cette étape avec la convention annuelle unique à l'époque, où là, on a effectivement le squelette des conventions qu'on connaît aujourd'hui, la date du 1er mars, on est bien là aussi dans une relation de fournisseur-distributeur. Donc tous les secteurs ont été concernés à partir du moment où vous étiez dans une relation entre un fournisseur et un distributeur pour la distribution des produits et l'accord sur le prix. Donc dès ce moment-là, notamment dans le secteur pharmaceutique, il y a eu des interrogations sur comment on allait appliquer le texte. Et ce qui était absolument frappant dans ces années-là, c'est quand vous discutiez avec un pharmacien, vous disiez mais c'est très intéressant ce que vous me racontez pour ma culture personnelle. Moi, je suis un professionnel de santé. Mon activité, elle est régie par un code de déontologie. Je dois pratiquer notamment mon activité avec tact et mesure. Donc tout ce qui va concerner des affichages 4x3, etc., ça ne me concerne absolument pas. Soyez conscients que l'essentiel des produits que je vends, les médicaments, sont des prix régulés, pour ceux qui sont remboursables, que par ailleurs ma marge est encadrée et qu'enfin les remises et les ristournes que mes fournisseurs peuvent m'accorder sont plafonnés. Alors tout ce que vous m'expliquez sur la négociation commerciale, la contractualisation, c'est très chouette, merci pour la culture G, mais en réalité c'est pas mon sujet. Alors elle a dit non, vous êtes concernés. Et c'est tellement vrai qu'en 2008, le Code de la sécurité sociale, qui plafonne les avantages financiers que peuvent verser les laboratoires produisant des produits remboursables aux pharmaciens, a été modifié pour inclure, au départ, il visait que les remises et les ristournes, pour inclure les autres rémunérations, donc les services de COP, dans le plafond des avantages financiers. Donc on le sait depuis 16 ans, et ça ne fait pas doute, que des secteurs comme la pharmacie est absolument concerné par le texte et doit l'appliquer. Donc il y a une réelle prise de conscience à ce moment-là. Ce qui se passe dans le temps, c'est quand même que ce millefeuille juridique se densifie, que la loi devient de plus en plus complexe. On a aujourd'hui un enchevêtrement matriciel pour savoir quelle convention je dois signer, parce que selon le produit que je vends, à quel endroit de la chaîne de distribution je suis, la nature de mon client et de ma relation avec lui, et à quel moment il va distribuer. Est-ce que je suis un PGC? Alors si je suis un PGC, je suis un produit alimentaire. Alors si je suis un produit alimentaire, est-ce que je contiens de la MP1? Quel est mon rôle? Où je suis. Donc déjà, il y a une vraie difficulté pour les entreprises, spécialement lorsqu'elles ne se sentent pas concernées
ab initio et qu'elles ne sont pas, entre guillemets, dans l'intention législative, de trouver où est la juste place. Et là, je pense qu'il faut quand même saluer et reconnaître le travail colossal, l'investissement extrêmement important que font les entreprises, les services juridiques de ces entreprises, pour se mettre en conformité avec un dispositif dans le champ duquel ils sont, mais qui ne les vise pas spécifiquement. Donc avec ces articulations compliquées, on évoquait l'articulation code de commerce, code de la santé publique, code de la sécurité sociale. C'est pas une articulation simple, parce que de toute façon, tous les acteurs ont des statuts pharmaceutiques définis par le code de la santé publique, donc des fonctions économiques qui sont précises. On peut également évoquer les réseaux de distribution. Quand je suis à l'intérieur d'un réseau de distribution sélective, soit que je suis fournisseur et donc je veille à entourer la distribution de mes produits d'une certaine qualité qui va se retrouver dans mes conditions d'agrément, dans ma charte de distribution. Il faut que le point de vente soit agencé de telle manière, que les vendeurs aient tel niveau de connaissance technique pour pouvoir aider le consommateur au mieux à faire le bon choix, et où finalement l'élasticité prix, parce que quand on parle d'Egalim, on parle de prix, l'élasticité prix était assez loin, et où en réalité les acteurs trouvaient des accords assez facilement sur les modalités de distribution, parce que la valeur ajoutée, le cœur de leur relation, elle est effectivement, tu rentres dans le réseau, une fois que tu es dans le réseau, tu remplis les critères, tu as le niveau de qualité qui va permettre une bonne distribution du produit. Alors, je ne dis pas que le prix n'est pas important. Je dis simplement que la sensibilité sur le prix, elle est différente et que ce n'est pas là qu'est la valeur ajoutée. Quand on dit à ces acteurs-là, c'est bien, vous avez une charte de distribution sélective, vous avez sélectionné de manière transparente et non discriminatoire vos distributeurs, mais attention, vous allez devoir conclure au plus tard le 1er mars la convention annuelle. On est là dans quelque chose, dans un enchevêtrement de dispositions qui est complexe, qui est très évolutive. Si on prend 2023, on a eu 2 réformes la même année. 2 réformes la même année. Et on évoquait tout à l'heure les lois d'août 2005 et août 2008. Mais enfin, j'en oublie et je ne les citerai pas parce qu'on y passerait la journée. Donc, c'est compliqué pour les acteurs de trouver où ils sont. De la même manière, si vous êtes un fabricant de bateaux, que vous avez un réseau de distributeurs, que vous avez sélectionné, et puis qu'on vous dit, mais attendez, vous voulez faire une animation chez vos distributeurs à la marina et rémunérer votre distributeur. Alors attendez, non, ça vous n'allez pas pouvoir faire parce que comme vous avez eu une acceptation de votre CGV par vos distributeurs, vous n'avez pas conclu une convention L441.3, c'est la tolérance administrative, mais du coup, vous ne pouvez plus faire de COP. Donc ça, c'est pas possible. Donc soit votre distributeur, il fait l'animation sur ses fonds, mais vous pouvez pas la rémunérer. Donc c'est quand même relativement difficile à entendre pour les acteurs. Et dans les réformes successives, il y a quand même des éléments qu'on a perdus dans la souplesse de la réalité d'une relation commerciale haute distribution. On parle de la date du 1er mars. Pourquoi pas? Et puis ça peut être une date, on peut en débattre. Cette date du 1er mars, elle n'a aucun sens pour un certain nombre d'acteurs. Et elle n'a aucun sens pour des acteurs qui vont fournir aux agriculteurs des produits qui vont appliquer sur leur culture, notamment si on parle de produits phytopharmaceutiques. Parce que ces produits-là, cette négociation-là, elle va se faire au moment des campagnes agricoles. Donc la date du 1er mars, pour eux, n'a pas de sens. Pour autant, ce sont bien des fournisseurs qui vont distribuer vers un réseau de distribution pour pouvoir fournir l'agriculteur au moment où il aura besoin d'appliquer sur la plante, sur l'arbre, sur sa culture, le produit adéquat pour que la récolte soit bonne. Et derrière ça, l'agriculteur, quand il va l'acheter et qu'on va lui dire « mais en fait, en amont, dès lors que vous vendez à votre premier acheteur, votre prix devra tenir compte d'un certain nombre d'éléments, et notamment ces éléments, ces intrants à lui, mais qui seront décorrélés. En fait, on ne récolte rien. Donc dans le temps, on a perdu. On a gagné en rigidité, on a perdu en souplesse. Le commerce, c'est d'abord la loi des parties. Aujourd'hui, les parties ont du mal à trouver leur loi, dans ce millefeuille, cette imbrication, de trouver que cette loi fait sens lorsqu'on n'est pas dans une relation fournisseur-distributeur de la grande distribution, et dans un carcan qui est difficile à mettre en œuvre, avec des entreprises qui parfois ne sont pas du tout au fait. Et vous avez quand même un certain nombre d'entreprises qui, dans le souci tout à fait légitime de conformité à la loi, ont investi aussi des sommes
colossal, soit dans des solutions dématérialisées, soit même par l'intervention de prestataires externes. Quand vous avez 17 000 clients répartis sur le territoire qui sont des commerçants indépendants, ça peut être le cas de l'officine, on peut parler aussi de la parfumerie, qui ne sont pas tous en réseau, que vous voulez à un moment qu'il y ait une mise en avant de vos produits dans le cadre d'une coopération commerciale, c'est normal. Mais quand votre client n'est pas structuré comme l'est la grande distribution, il peut avoir oublié que « Ah bah tiens mince, c'était le 15 février que je devais la mettre en place, je l'ai pas... » Dans un cadre normal, on va dire « Ok, tu l'as pas fait le 15, fais-le le 16, et puis on va rallonger la durée pour que la mise en avant soit bien. » Aujourd'hui, la peur et la contrainte et le risque de sanction est tellement fort que vous avez des entreprises qui se sont créées pour accompagner. Dire, on va vérifier que c'est bien fait le 15, on va prendre les photos, la preuve, etc. Donc tout ça, c'est formidable. Et là encore, il faut saluer les entreprises qui sont dans cette démarche et dire bravo. Néanmoins, lorsque leur souci premier, c'était de faire du commerce, et du commerce qui va valoriser leurs produits, favoriser leur revente dans un cadre qui soit respectueux de la qualité de leurs produits, accompagné d'un conseil, tout cet investissement-là, il n'est pas mis dans le produit, il n'est pas mis dans la relation commerciale. Et il est mis dans une conformité qui est complexe et dont, en réalité, on ne peut pas se satisfaire de réformes trop importantes. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut vraiment prendre en considération. Et là, dans le constat, on n'est que dans l'économie physique. Si on commence à regarder l'économie juridique et l'écosystème des plateformes, et en particulier les marketplaces, les opérateurs de marketplace, jusqu'à une période récente, ils se contentaient de faire l'intermédiation, la mise en relation des vendeurs tiers et des acheteurs. Dans le cadre du développement de cette économie qui est souhaitée et qui est importante, vous avez aujourd'hui des plateformes qui sont des marketplaces B2B, donc qui vont permettre aux entreprises d'acheter via des marketplaces, des B2C, mais l'opérateur de la plateforme, lui, et d'ailleurs l'hybridation de leur activité est prise en compte par les règles communautaires, et notamment le règlement Weber, et à un moment, il va être acheteur-revendeur. Parce qu'effectivement, il permet la mise en relation, puis aujourd'hui, dans l'hybridation de leur activité, ils vont acheter des produits, ils vont les revendre. Est-ce que Egalim s'applique à eux? Est-ce qu'ils vont devoir contractualiser avant le 1er mars, ou est-ce qu'ils vont rester hors la loi? C'est pas attractif d'expliquer ça à des entreprises agiles de l'économie numérique qui disent mais en fait, encore une fois, où est le sens? Où est l'impact? Comment je vais pouvoir mettre en œuvre et être compliant? J'ai d'autres préoccupations. J'ai le DSA, j'ai le DMA, j'ai la nécessité d'avoir une plateforme qui soit respectueuse des données personnelles des utilisateurs. Enfin, je suis dans autre chose. Et puis moi, je suis dans le numérique. Donc c'est bien ce que vous m'expliquez. Moi, j'ai besoin d'agilité. Ce n'est pas des cas d'école. Vous avez des marketplaces qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent, qui sont dédiés et qui ont vocation à permettre le rapprochement des producteurs agricoles, on y revient, et des consommateurs ou des restaurateurs. On vous dit, et donc à un moment, si l'opérateur veut acheter du stock pour permettre aussi de financement de l'activité du producteur et dire j'écoulerai moi-même et je prends le risque, ce qui est le propre d'un distributeur, dire vous êtes premier acheteur en fait. Vous rentrez dans le code rural et de la pêche maritime. C'est complètement difficile à entendre pour ce type d'opérateur. Et donc l'attractivité et le développement de ces économies-là qui sont vertueuses, à un moment donné, vont aussi se confronter à ce système. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte, qui est plus du moyen terme, mais les règles de concurrence sont là aussi pour permettre que le bien-être du consommateur soit pris en compte. Le bien-être du consommateur à moyen terme, et les lois AGEC, les lois climat et résilience, vont être effectivement qu'on arrive à une économie décarbonée plus vertueuse. Cette économie-là, elle va devoir se mettre en place, et pour qu'elle puisse se mettre en place, il faut que les entreprises aient les ressources de technologie, d'investissement, de R&D, les ressources financières évidemment, pour pouvoir faire leur transition. Leur transition, ça veut dire j'investis pour que mes produits soient de moins en moins des produits à usage unique, pour que mes usines de production soient plus vertueuses et moins consommatrices d'énergie. Et cette transition-là, elle va être importante pour le consommateur dans son choix final. Quand on va dire, ce produit-là, il est plus respectueux, il est vraiment plus respectueux, l'entreprise, elle a finalisé sa transition énergétique, on n'est plus que dans le sujet du prix.
on est beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'Egalim nous incite et nous a incité à focaliser sur le prix, mais il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui, et les entreprises, c'est leur défi de demain, elles y travaillent toutes, l'enjeu de transition énergétique est d'avoir des produits qui soient plus respectueux, mieux produits, mieux livrés, mieux consommés, dans un cadre qui soit plus vertueux. Et ça, il faut qu'on arrive à un moment donné à dire, en réalité, tout ce temps, ce manque de souplesse, ce carcan, ce millefeuille Egalim, où finalement on ne sait plus très bien où on en est, mais on a tellement peur de la sanction, de l'injonction administrative sous astreinte si on n'a pas respecté la bonne date, pas mis la bonne mention dans notre convention, que ce sont des ressources qui ne sont pas utilisées au bien-être à moyen terme du consommateur. Et je pense que ce débat-là, il est nécessaire de l'ouvrir pour avoir une conscience de la nécessité de cette simplification et des enjeux de demain. Certes, le prix reste un élément important et il est crucial toujours dans le choix du consommateur, mais il faut qu'on accompagne les entreprises aux vrais enjeux de demain et à ces transitions qui vont changer nos modes de consommation et qui passent par le changement des modes de production. Donc tout ça, on vous propose d'en débattre le 16 mai à la conférence organisée par Uploader.